Une seule usine française a porté le surnom de Bleu de France et presque personne aujourd'hui ne connaît son nom. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de 10 moissonneuses-batteuses qui ont transformé les campagnes françaises du XXe siècle, du premier batteur mobile jusqu'aux géantes qui dominaient les plaines de la Beauce. Restez jusqu'à la fin, l'histoire de la dernière machine va tout changer à votre regard sur les 9 précédentes. Bienvenue sur Tragrock. Vierzon, département du Cher, 1866. Un jeune homme venu des Vosges, fils modeste d'agriculteur, construit dans un petit atelier la toute première batteuse mobile jamais fabriquée en France. Il s'appelle Célestin Gérard. Personne à cette époque n'aurait pu imaginer que cet artisan méconnu allait ouvrir la voie à toute une industrie française de la récolte mécanisée, celle qui allait, un siècle plus tard, transformer les moissons de tout un pays. Arrivé dans le Berry en 1847, encore adolescent, ce fils de paysan vosgien avait dû apprendre seul les rudiments de la mécanique dans une région où l'industrie naissante commençait tout juste à s'implanter autour des ateliers ferroviaires et métallurgiques de Vierzon. Avant Célestin Gérard, la récolte du blé restait un travail presque entièrement manuel. Avec des outils à main, il fallait 20 jours à un homme pour labourer un simple hectare, soit environ 30 à 40 arts de terre. Avec un attelage de 2 chevaux, ce même travail se réduisait à peine à une journée entière. Le battage du grain, séparé de la paille à la main ou au fléau, mobilisait des équipes entières de journaliers pendant des semaines chaque automne, un travail harassant que les paysans français répétaient génération après génération sans grand espoir de le voir un jour allégé par la mécanique. La batteuse mobile de Vierzon changeait radicalement cette réalité en concentrant en une seule machine ce qui demandait auparavant des dizaines de bras. L'atelier fondé par Célestin Gérard grandit rapidement et 50 ans plus tard, il deviendra la Société française de matériel agricole et industriel, plus connue sous son surnom populaire, la Française. Cette entreprise berrichonne allait former avec d'autres pionniers comme Albaret, Breloux, Brouot, Merlin ou encore Vendeuvre, tout un écosystème industriel français consacré au machinisme agricole, bien avant que les grandes marques américaines ne débarquent sur le marché hexagonal. Vierzon elle-même, ville modeste du Cher traversée par le Cher et l'Yèvre, devait sa vocation industrielle naissante à sa position stratégique sur les grandes lignes de chemin de fer reliant Paris au Massif central, un atout logistique déterminant pour n'importe quel atelier cherchant à distribuer ses machines dans toute la France rurale. Ce sont ces mêmes racines artisanales nées d'un simple atelier vosgien transplanté dans le Berry qui allait irriguer des décennies durant toute l'histoire de la moisson mécanique en France. Le principe même du battage mécanique, inventé bien avant Célestin Gérard par un ingénieur écossais nommé Andrew Meikle, avait déjà permis un progrès de productivité considérable partout où il avait été adopté, mais c'est bien la version mobile, montée sur roue et capable de se déplacer de ferme en ferme, que Vierzon allait offrir en premier à toute la campagne française. Ce transfert de technologie, d'abord théorisé outre-Manche puis concrètement réalisé dans un modeste atelier du Berry, illustre bien comment les innovations agricoles européennes du XIXe siècle circulaient d'un pays à l'autre, portées par des artisans curieux et déterminés à améliorer, à leur échelle, les conditions de travail harassantes de la paysannerie de leur époque. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quelle région vous nous regardez aujourd'hui. Saint-Mars-la-Jaille, Loire-Atlantique, 1929. Dans les ateliers fondés 30 ans plus tôt par un mécanicien réparateur nommé Alexandre Brault, sort la toute première batteuse entièrement métallique de la maison, baptisée T5. Jusqu'alors, les batteuses françaises, y compris celles construites par Brault lui-même depuis 1908, restaient en grande partie fabriquées en bois, actionnées par des locomobiles à vapeur tractées de ferme en ferme. Alexandre Brault, né dans cette même région de Loire-Atlantique, avait ouvert son premier atelier de réparation en 1898, avant de comprendre rapidement que fabriquer ses propres machines lui offrirait une bien meilleure indépendance commerciale que de simplement réparer celles des autres constructeurs. Ce passage du bois au métal représentait bien plus qu'un simple changement de matériaux. Une batteuse en bois s'usait rapidement, se déformait avec l'humidité et devait être régulièrement réparée par des charpentiers locaux, souvent au beau milieu de la campagne de moisson, retardant d'autant le travail des équipes agricoles. La T5, avec sa structure entièrement métallique et son moteur thermique remplaçant la vapeur, offrait une robustesse et une longévité que rien, jusque-là, n'avait pu égaler dans le catalogue Brault. Les agriculteurs de Loire-Atlantique, longtemps résignés à voir leur batteuse en bois en air-aberce en bois nécessiter des réparations coûteuses chaque année, découvrait soudain une machine capable de traverser plusieurs saisons de moisson sans réclamer d'intervention majeure, un argument commercial d'une force redoutable dans une France rurale où chaque franc dépensé en réparation représentait une perte de revenus directe pour l'exploitation familiale.
Alexandre Brault, installé dans ce petit bourg de Loire-Atlantique depuis 1898, avait bâti sa réputation sur la réparation mécanique avant de se lancer dans la construction de ses propres machines. La T5 marquait ainsi l'aboutissement de plus de 2 décennies d'apprentissage industriel, une transition technique qui allait s'avérer décisive pour l'avenir de l'entreprise. 6 ans plus tard, en 1935, Brault franchirait une nouvelle étape avec sa première batteuse métallique montée sur 2 roues et tractée par cheval, la B4, confirmant que la petite maison de Sainte-Mars-la-Jaille était bien décidée à s'imposer durablement sur le marché français du machinisme agricole. Les paysans de la région, habitués depuis des générations à faire appel à des entrepreneurs de battage itinérants équipés de machines de fortune, découvraient avec la T5 une fiabilité mécanique qui allait peu à peu transformer leurs habitudes de travail, saison après saison. Le bouche à oreille dans une France rurale où la réputation d'un fabricant se construisait avant tout sur les foires locales et les conversations de marché joua un rôle déterminant dans l'essor rapide de cette petite entreprise familiale, encore inconnue à l'échelle nationale à peine une décennie plus tôt. Les foires-expositions organisées chaque printemps dans les principales villes de l'ouest de la France devenaient ainsi, pour Brault comme pour ses rares concurrents régionaux, un rendez-vous commercial incontournable où se nouaient la plupart des ventes de l'année à venir, bien avant que les campagnes publicitaires modernes ne remplacent progressivement ces pratiques commerciales héritées d'un autre siècle, 1935. Chez Brault, la B4 entre en production, une batteuse métallique montée sur 2 roues, conçue pour être tractée par un simple cheval de trait plutôt que par une locomobile encombrante. Cette machine, plus légère et plus maniable que ses devancières, répondait aux besoins d'une agriculture française encore largement dominée par la traction animale, où le tracteur à moteur restait un investissement hors de portée pour la grande majorité des petites exploitations. La France rurale des années 30, marquée par la crise économique mondiale et la baisse des prix agricoles, ne pouvait guère se permettre d'investir dans du matériel coûteux, ce qui rendait la simplicité et le prix raisonnable de la B4 particulièrement attractifs pour des fermiers aux revenus incertains. 4 ans après son lancement, en 1939, le succès de la B4 était déjà éclatant. 600 batteuses. Brault sortait des ateliers de Saint-Mars-la-Jaille cette année-là. Un chiffre remarquable pour une entreprise qui, 4 décennies plus tôt, n'était encore qu'un simple atelier de réparation mécanique tenu par un seul homme. Cette croissance rapide s'expliquait en grande partie par la simplicité et la fiabilité de la machine, 2 qualités que les agriculteurs français, souvent méfiants envers les nouveautés techniques coûteuses, savaient reconnaître et récompenser par leurs achats. Les représentants commerciaux de Brault sillonnant les foires agricoles régionales de l'ouest de la France avaient su convaincre des générations entières de paysans, souvent réticents au changement, que cette petite machine bleue valait largement l'investissement demandé. Cette réussite commerciale, acquise juste avant que la guerre ne vienne tout interrompre, laissait entrevoir à Alexandre Brault et à ses proches collaborateurs un avenir industriel prometteur, brutalement suspendu par les événements qui allaient bientôt bouleverser l'Europe entière. La déclaration de guerre, quelques mois plus tard, allait pourtant bouleverser cette dynamique industrielle naissante. Comme la plupart des fabricants français de machines agricoles, Brault devrait traverser les années d'occupation avec des moyens de production considérablement réduits, une pénurie de matières premières et une main-d'œuvre mobilisée ou déportée. Les usines de Saint-Mars-la-Jaille, comme tant d'autres ateliers industriels de la France occupée, furent certes contraintes de fonctionner au ralenti, quand elles ne furent pas tout simplement réquisitionnées pour des besoins militaires étrangers à leur vocation d'origine, une période sombre que les archives locales de la Loire-Atlantique documentent encore aujourd'hui avec précision. Il faudrait attendre la fin du conflit et l'arrivée du plan Marshall en 1945 pour que l'entreprise retrouve enfin les conditions nécessaires à une véritable relance, cette fois tournée vers un tout nouveau type de machine venu tout droit des États-Unis, la moissonneuse-batteuse automotrice. Marquette-les-Lilles, Nord, 1953, l'usine française du constructeur canadien Massey Harris commence à produire une moissonneuse-batteuse baptisée 890, conçue spécialement pour le marché européen à partir du modèle américain 90. Le préfixe 8, ajouté au nom du modèle d'origine, indiquait précisément qu'il s'agissait d'une fabrication française adaptée aux dimensions plus modestes des parcelles du vieux continent. Cette adaptation n'était pas cosmétique. Les ingénieurs de Massey Harris avaient dû repenser plusieurs éléments de la machine américaine, jugée trop massive et trop gourmande, en carburant pour les exploitations européennes, bien plus petites que leurs équivalentes nord-américaines. La largeur de coupe, la garde au sol et même la disposition du poste de conduite furent revues
pour correspondre aux standards européens, un travail d'adaptation méticuleux mené par les équipes techniques de l'usine française qui devaient composer avec des exigences parfois contradictoires entre la standardisation industrielle voulue par la maison mère canadienne et les spécificités bien réelles du marché français. L'histoire de cette machine commence pourtant bien avant, en 1938, quand Massey Harris fabrique aux États-Unis la première moissonneuse-batteuse automotrice de toute son histoire, la fameuse MH20. Cette invention, considérée aujourd'hui comme l'une des plus déterminantes de toute l'histoire de l'agriculture mécanisée, avait mis fin au règne des moissonneuses tractées, jusqu'alors largement répandues dans le monde entier. D'autres tentatives de création de moissonneuses-batteuses automotrices menées par d'autres constructeurs s'étaient déjà soldées par des échecs coûteux avant que Massey Harris ne parvienne enfin à perfectionner suffisamment le concept pour le rendre commercialement viable. La pénurie de main-d'œuvre consécutive à la Seconde Guerre mondiale avait ensuite fait exploser les ventes de ce type de machine, si bien qu'en 1948, Massey Harris détenait déjà 53% du marché américain des moissonneuses-batteuses. En France, le succès de la 890 fut tout simplement spectaculaire. Au milieu des années 1950, 3 moissonneuses-batteuses vendues sur 4 dans tout le pays portèrent la marque Massey Harris. Cette domination écrasante s'explique en partie par le contexte de reconstruction agricole d'après-guerre, où les fermes françaises, longtemps privées de matériel moderne, se ruaient sur toute technologie capable d'accélérer les moissons et de réduire la dépendance à une main-d'œuvre rurale de plus en plus attirée par les usines des villes. La production de ce modèle se poursuivit à Marquette-lès-Lille jusqu'en 1961, laissant une empreinte durable dans la mémoire collective des campagnes du nord de la France. Cette usine nordiste, employant plusieurs centaines d'ouvriers spécialisés, était devenue en quelques années un pilier économique local, formant toute une génération de mécaniciens agricoles, capables ensuite de transmettre leur savoir-faire à d'autres constructeurs français, cherchant à rivaliser avec la suprématie commerciale des marques nord-américaines. Cette expertise technique, diffusée ainsi progressivement dans tout le tissu industriel de la région lilloise, allait bénéficier bien au-delà de Massey Harris elle-même, alimentant des décennies durant les besoins en main-d'œuvre qualifiés de tout un secteur économique en pleine expansion, alors que la mécanisation agricole française rattrapait à marche forcée son retard sur les grandes puissances agricoles d'outre-Atlantique. 1955. Pendant que Massey Harris trustait les 3/4 du marché français, Broad, la petite entreprise familiale de Saint-Mars-la-Jaille, dévoilait sa propre réponse aux géants américains, la A2080. Lors d'une démonstration internationale de matériel agricole, cette machine française fut consacrée meilleure moissonneuse-batteuse de la compétition, un résultat retentissant pour une entreprise qui, 3 ans plus tôt seulement, mettait encore au point ses tout premiers prototypes de moissonneuse-batteuse répondant aux exigences spécifiques de l'agriculture française. Cette victoire, remportée face à des concurrents bien plus puissants financièrement, résonnait comme une revanche symbolique pour toute l'industrie française du machinisme agricole, encore largement dominée par les importations nord-américaines depuis la fin de la guerre. Cette reconnaissance internationale n'était pas seulement une victoire d'image. Elle prouvait qu'un petit constructeur familial du Grand Ouest pouvait rivaliser techniquement avec les mastodontes nord-américains, à une époque où le plan Marshall avait déjà ouvert grand les portes du marché français aux moissonneuses-batteuses importées. Broad avait dû pour cela adapter ses machines aux réalités concrètes du terroir français, des parcelles plus petites, des reliefs plus variés et des exploitants habitués à une mécanique simple, facile à réparer soi-même dans la cour de la ferme sans avoir à faire venir un technicien spécialisé depuis la ville la plus proche. Les ingénieurs de Sainte-Mars-la-Jaille avaient notamment travaillé sur la maniabilité de la A2080 dans les parcelles vallonnées, si différentes des immenses plaines du Middle West américain, où les moissonneuses-batteuses concurrentes avaient été initialement conçues, une adaptation qui allait devenir la signature technique de toute la production française du secteur pendant les décennies suivantes. Le lancement de la A2080 allait ouvrir la voie à toute une décennie de développement chez Broad, avec le lancement 3 ans plus tard de la A2480V, équipée d'une transmission à variateur hydraulique d'avancement, une innovation technique qui améliorait considérablement le confort de conduite et la régularité du travail dans les champs, tout en consolidant la réputation naissante de fiabilité de la marque bretonne. Les journaux agricoles régionaux de l'époque, largement lus dans les campagnes de l'ouest de la France,
consacrait d'ailleurs de plus en plus d'articles à cette petite entreprise familiale devenue, presque malgré elle, la fierté industrielle de toute une région, capable de tenir tête aux plus grands noms mondiaux du machinisme agricole avec des moyens sans commune mesure avec ceux de ses concurrents nord-américains. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche de notification. Il nous reste encore 5 machines à découvrir et la prochaine va vous surprendre par son partenariat avec un nom que vous connaissez sans doute déjà très bien. 18 avril 1958. Dans les colonnes du journal L'Information financière, économique et politique paraît l'annonce d'un accord commercial entre la régie Renault et les établissements Broad. Le constructeur automobile national, déjà bien implanté dans le machinisme agricole avec sa propre gamme de tracteurs, choisissait de s'associer à ce petit fabricant familial de Loire-Atlantique pour distribuer ses moissonneuses-batteuses à travers tout le réseau commercial Renault, un réseau autrement plus vaste que celui dont pouvait disposer seule la maison Broad. Renault, alors en pleine expansion sur le marché du machinisme agricole français, cherchait justement à compléter sa propre gamme de tracteurs par une offre de matériel de récolte, sans avoir à développer en interne une technologie de moissonneuse-batteuse qu'il aurait fallu des années pour maîtriser. Cette même année, Broad lançait justement la A2480V, une machine dotée d'une transmission à variateur hydraulique d'avancement permettant au conducteur d'ajuster en continu la vitesse d'avance sans manipuler de levier de vitesse émet classique. Cette innovation technique, combinée à la puissance commerciale du réseau Renault, donnait soudain à Broad une visibilité nationale que son statut de petit constructeur régional ne lui aurait jamais permis d'atteindre seul. Les concessionnaires Renault, jusque-là spécialisés dans la vente de tracteurs et de véhicules automobiles, durent ainsi former une partie de leur personnel commercial à la vente et à l'entretien de ces nouvelles moissonneuses-batteuses, un investissement en formation que la régie jugeait pourtant rentable au regard de la demande croissante des agriculteurs pour ce type de matériel de récolte automoteur. L'accord entre Renault et Broad illustre parfaitement une dynamique récurrente dans l'histoire du machinisme agricole français, celle des alliances entre grands groupes industriels et petits ateliers spécialisés, chacun apportant à l'autre ce qui lui manquait. Renault offrait sa force de frappe commerciale et sa notoriété auprès des agriculteurs français, tandis que Broad apportait un savoir-faire technique pointu, acquis sur le terrain depuis plus de 60 ans d'expérience dans la construction de batteuses et de moissonneuses. Cette collaboration allait perdurer plusieurs années, contribuant à faire de Broad, dans les décennies suivantes, l'un des principaux constructeurs français de matériel de récolte, aux côtés des géants nord-américains qui continuaient de dominer le marché en volume. Les concessionnaires Renault, présents jusque dans les plus petits chefs-lieux de canton, devenaient ainsi les premiers points de contact des agriculteurs français désireux de s'équiper en moissonneuses-batteuses de fabrication nationale, sans avoir à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver un revendeur spécialisé. Cette proximité géographique, souvent sous-estimée dans l'analyse du succès commercial d'une marque, comptait pourtant énormément pour des exploitants agricoles habitués à traiter avec des interlocuteurs de confiance qu'ils connaissaient personnellement depuis des années. Entre 1959 et 1964, la gamme Broad continue d'évoluer avec plusieurs nouveaux modèles, dont la A105, la A1865 et surtout la 405-6, une machine à construction monocoque qui marquait une rupture technique nette avec les générations précédentes. Le principe de la construction monocoque, où le châssis et la carrosserie forment une seule structure porteuse, plutôt que des éléments assemblés séparément, apportait à la fois une meilleure rigidité mécanique et un gain de poids appréciable pour une machine amenée à travailler des journées entières sur des terrains parfois accidentés. Cette technique, empruntée directement à l'industrie automobile où elle s'était déjà largement généralisée depuis les années 30, marquait un tournant dans la conception des moissonneuses-batteuses françaises, jusque-là encore largement inspirées des méthodes de construction plus traditionnelles héritées du machinisme agricole du XIXe siècle. Les ingénieurs de Broad, formés pour beaucoup dans les écoles techniques de l'ouest de la France, suivaient avec attention les innovations venues du secteur automobile, conscients que les mêmes principes de rigidité structurelle et de gain de poids pouvaient parfaitement s'appliquer aux machines agricoles, à condition d'adapter les techniques de soudure et d'emboutissage aux dimensions bien plus imposantes d'une moissonneuse-batteuse comparée à une simple carrosserie de voiture. Cette 405-6, comme beaucoup de moissonneuses-batteuses françaises de l'époque, pouvait être équipée de différents moteurs selon les besoins et la disponibilité des fournisseurs.
Un catalogue de pièces détachées datant de 1966, conservé aujourd'hui par des passionnés de matériel agricole ancien, mentionne notamment des moteurs Perkins de type P6, ainsi qu'un moteur dieselaire de la marque Alstom, preuve que Broad savait diversifier ses approvisionnements pour ne jamais dépendre d'un seul fournisseur de moteurs, une prudence industrielle particulièrement précieuse dans les années 60, où les délais de livraison de composants mécaniques pouvaient s'étirer sur plusieurs mois. Cette diversification des motorisations allait d'ailleurs devenir une caractéristique durable de toute la gamme Broad, l'entreprise faisant appel au fil des décennies suivantes à des fournisseurs aussi divers que Someka, Fiat ou encore Perkins, selon les opportunités commerciales et les contraintes techniques propres à chaque génération de machines. Cette période de la fin des années 50 et du début des années 60 correspond aussi à l'âge d'or de la petite exploitation familiale française, où posséder sa propre moissonneuse-batteuse, plutôt que de faire appel à un entrepreneur de battage itinérant, devenait un signe tangible de modernisation agricole. La 405-6, avec sa robustesse et sa polyvalence, incarnait parfaitement cette transition, accompagnant des milliers de fermes françaises dans leur passage définitif de la traction animale à la mécanisation complète des moissons. Angers, Maine-et-Loire, année 1970. Braud, qui a construit en 1966 une nouvelle usine de 55 000 m² dans cette ville, dotée à partir de 1972 de 2 chaînes de montage complètes, lance une nouvelle génération de moissonneuses-batteuses parmi lesquelles la 700 allait devenir l'une des plus emblématiques de toute l'histoire de la marque. Reconnaissable entre toutes avec sa livrée bleue caractéristique, cette machine incarnait ce que les professionnels du machinisme agricole surnommaient affectueusement les bleus, en référence directe à la couleur des moissonneuses Broad de cette époque. Cette nouvelle usine angevine, l'une des plus modernes d'Europe pour la construction de matériel de récolte à l'époque de son inauguration, symbolisait l'ambition industrielle de Broad qui rêvait alors de rivaliser à armes égales avec les plus grands constructeurs internationaux sur un marché européen en pleine croissance, porté par la modernisation continue de l'agriculture des Trente Glorieuses. Les 2 chaînes de montage installées au Production à partir de 1972 permettait à l'entreprise de produire simultanément plusieurs modèles différents, une flexibilité industrielle qui, quelques années plus tôt encore, aurait été tout simplement impensable pour une entreprise familiale née d'un simple atelier de réparation mécanique. La 700 pouvait être équipée en option d'une cabine fermée pour le conducteur, une nouveauté encore relativement rare sur le marché français du début des années 1970. Cette cabine protégeait efficacement le conducteur de la poussière omniprésente pendant les moissons, même si elle ne disposait d'aucune climatisation, un détail que se rappellent encore aujourd'hui. Avec un sourire un peu nostalgique, les anciens conducteurs de ces machines obligés de supporter la chaleur étouffante des après-midi d'été sous cette verrière sans aucune ventilation mécanique. Certains conducteurs particulièrement ingénieux bricolèrent eux-mêmes des systèmes de ventilation improvisés à base de petits ventilateurs électriques alimentés par la batterie de la machine, une astuce artisanale transmise de génération en génération dans les cours de ferme de l'ouest de la France, bien avant que la climatisation ne devienne un équipement standard sur ce type de matériel agricole. Techniquement, la 700 représentait l'aboutissement de plusieurs décennies de perfectionnement chez Broad, avec un mécanisme de battage et de secouage particulièrement efficace pour l'époque. Cette réputation de fiabilité et de performance, construite machine après machine depuis les années 50, permettait à Broad de continuer à exister sur un marché toujours plus disputé, où les constructeurs internationaux comme Massey Ferguson, John Deere, Claas ou International Harvester ne cessaient au retour de renforcer leur présence sur le territoire français, rendant chaque année plus difficile la position du dernier grand constructeur véritablement français de moissonneuses-batteuses. Delta de l'Èbre, Espagne, 1981. Loin des plaines céréalières de la Beauce ou du bassin parisien, une moissonneuse-batteuse. Broad 801, équipée d'une transmission hydrostatique, travaille dans les rizières du sud de l'Europe. Une photographie aujourd'hui conservée dans les archives de l'entreprise et attestant du rayonnement international de cette machine, bien au-delà des frontières françaises. Cette présence de machines Broad jusque dans les rizières espagnoles témoigne de l'ambition à l'export d'une entreprise pourtant modeste à l'échelle mondiale, cherchant à compenser la stagnation progressive de son marché domestique par une diversification géographique vers des cultures spécialisées, bien différentes des grandes cultures céréalières qui avaient fait sa réputation initiale.
Le riz, culture exigeante travaillée en conditions humides bien particulières, demandait des adaptations techniques spécifiques que les ingénieurs de Broad durent développer en collaboration étroite avec leurs distributeurs locaux espagnols, mieux placés pour connaître les contraintes précises du terrain catalan. La 801, 5 secoueurs et un rotor de grand diamètre à 12 barrettes avalaient le grain à une vitesse impressionnante, capable de traiter du maïs à 90 quintaux par hectare sans irrigation, tout en avançant à seulement 12 km à l'heure pour garantir un travail impeccable. Cette version hydrostatique de la 801, dérivée directement de la 700, n'était pourtant pas exempte de défauts de jeunesse à son lancement. Les tout premiers exemplaires souffraient de quelques faiblesses mécaniques sur le circuit hydrostatique, des soucis que les techniciens de Broad durent corriger au fil des premières campagnes de moisson, avant que la machine ne gagne définitivement la confiance des exploitants agricoles qui l'utilisaient au quotidien. Malgré ces premières difficultés, la 801 finit par s'imposer comme l'une des machines les plus abouties de toute la production Broad, capable d'avaler des quantités impressionnantes de grains sans jamais s'engorger, même sur des parcelles de maïs particulièrement denses. Cette même année, la position de Broad sur son marché domestique devenait pourtant de plus en plus fragile. 14e constructeur mondial de moissonneuses-batteuses, l'entreprise ne faisait plus le poids face aux géants Massey Ferguson, John Deere, Claas, New Holland ou International Harvester. Rien qu'en France, les ventes de moissonneuses-batteuses avaient chuté de 13% entre 1979 et 1980, passant de 4 958 machines vendues à seulement 4 392. L'ensemble des constructeurs de matériel agricole était alors impacté par le nombre d'exploitations en baisse constante et, comme le reste de l'industrie, par un nouveau choc pétrolier qui renchérissait considérablement le prix du carburant nécessaire au fonctionnement de ces machines. Broad, désormais le seul constructeur français encore présent sur ce segment, se voyait contraint de fermer son usine d'Angers, construite pourtant à peine 10 ans plus tôt, pour procéder à un regroupement de ses activités dans son usine originelle de Saint-Mars-la-Jaille en Loire-Atlantique, un repli stratégique qui préfigurait déjà, sans que personne ne le sache encore, les difficultés bien plus graves qui allaient ainsi frapper l'entreprise dans les années suivantes. Novembre 1980. Le journal Le Monde publie un article au titre sans appel « Seul constructeur français de moissonneuses, Broad licencie 375 salariés et ferme son usine d'Angers ». Cette usine, construite tout juste 9 ans plus tôt pour accompagner la croissance de l'entreprise, doit fermer ses portes définitivement, forçant Broad à regrouper toute son activité restante dans son berceau historique de Saint-Mars-la-Jaille. La gamme continue tant bien que mal avec les modèles 640, 650, 700, 750 et 800, mais l'élan des décennies précédentes s'est brisé, remplacé par une lutte de survie industrielle que même le savoir-faire accumulé depuis Alexandre Brault ne suffira bientôt plus à garantir. Pour les ouvriers angevins, souvent employés depuis une décennie dans cette usine moderne construite avec tant d'ambition, cette fermeture représentait un véritable traumatisme économique et social, touchant toute une région qui avait vu dans Broad un symbole de réussite industrielle locale, capable de rivaliser avec les grands groupes nationaux et internationaux du machinisme agricole. Les syndicats locaux, tentant de négocier des conditions de reclassement acceptables pour les salariés licenciés, se heurtaient à la dure réalité économique d'un secteur entier en pleine restructuration à l'échelle européenne, où même les constructeurs les mieux établis peinaient désormais à maintenir leurs marges face à une concurrence internationale toujours plus agressive. 2 ans plus tard, en 1982, Broad passe sous le contrôle du groupe italo-américain Fiat Alice. La dernière moissonneuse-batteuse portant fièrement le nom Broad sort des chaînes en 1984, mettant un terme définitif à 86 ans d'histoire industrielle française du machinisme de récolte. Fiat Alice cherchant avant tout à renforcer sa présence sur le marché européen des machines à vendanger, un secteur que Broad avait su développer avec succès depuis le milieu des années 70, considérait la production de moissonneuses-batteuses comme une activité secondaire de moins en moins rentable face à une concurrence internationale toujours plus consolidée. La marque survivra encore quelques années sous le contrôle du géant international CNH Global, mais uniquement pour désigner des machines à vendanger, un tout autre métier, laissant derrière elle le souvenir d'une aventure entièrement consacrée au blé, à l'orge et au maïs.
Aujourd'hui, à Sainte-Marce-la-Jaille même, une association de passionnés a ouvert un musée baptisé l'Aventure Broad, rassemblant machines restaurées, documents d'archives et témoignages d'anciens ouvriers, afin que cette page de l'histoire industrielle française ne tombe pas complètement dans l'oubli, un siècle après les débuts modestes d'Alexandre Braud dans son atelier de réparation mécanique. Ce musée, animé entièrement par des bénévoles passionnés, organise régulièrement des journées portes ouvertes où d'anciens conducteurs viennent partager leurs souvenirs avec des visiteurs curieux, souvent trop jeunes pour avoir connu de leurs propres yeux ces machines bleues sillonner les champs français, mais suffisamment attachés à leur héritage rural pour vouloir en préserver la mémoire. Et c'est précisément ici que se referme le fil que je vous promettais au tout début de cette vidéo. Cette toute dernière moissonneuse batteuse bleue, sortie d'usine en 1984, marque en réalité la fin d'un cycle complet, celui d'un pays qui, parti du modeste atelier de Célestin Gérard à Vierzon en 1866, avait fini par bâtir une véritable industrie nationale de la moisson mécanisée avant de la voir progressivement absorbée par les grands groupes mondiaux. Les 9 machines que nous avons découvertes ensemble aujourd'hui, qu'elles portent un nom français ou américain fabriquées sur le sol français, racontent de toutes le même récit, celui d'un siècle entier où la France a appris, petit à petit, puis a fini par perdre, sa propre capacité à construire les machines qui nourrissaient ses propres campagnes. Écrivez dans les commentaires quelle moissonneuse-batteuse vous rappelle le plus votre enfance à la campagne et sur quel modèle vous aimeriez voir une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires sur les machines qui ont façonné l'agriculture française. 10 machines, un siècle entier, une seule question qui reste, la France pourrait-elle aujourd'hui reconstruire sa propre industrie de la moisson ? Des batteuses en bois de Vierzon au bleu d'Angers, chaque machine racontait une ambition industrielle française face aux géants mondiaux. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et dites-nous en commentaire quelle autre histoire du machinisme agricole français vous voulez découvrir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.